Nous sommes tous fascinés par les licornes, ces créatures mythiques renommées pour leur beauté enchanteresse. Vous visualisez probablement un cheval blanc arborant une corne torsadée sur le front. Et il n'est pas rare d'imaginer un arc-en-ciel flottant dans les environs. Toutefois, d'où provient cette représentation? Et surtout, a-t-elle une part de vérité? Eh bien, oui et non. Partons de l'origine, le nom. Issu du latin « unicornis », il signifie littéralement « une seule corne ». De nos jours, un seul animal terrestre correspond à cette description, le rhinocéros. Le nom grec de la licorne, monocéros, se traduit également par « une seule corne », ce qui confirme la logique. Pourtant, n'associe-t-on pas généralement la licorne à un cheval? Il semble donc nécessaire de faire appel à la science pour élucider ce mystère. Des chercheurs ont exhumé le crâne d'une créature qui pourrait bien être une authentique licorne, ayant foulé notre planète il y a environ 30 000 ans, l'Elasmotherium sibiricum. Cet animal ressemblait à un rhinocéros massif et velu, bien loin de l'image gracieuse de la licorne que nous connaissons aujourd'hui. Il pesait environ 2 fois le poids d'une girafe et se nourrissait principalement d'herbes. Beaucoup d'herbes. Cependant, le crâne découvert en Asie centrale a révélé un autre fait surprenant. L'âge de cet animal. Les recherches antérieures avaient suggéré que l'espèce s'était éteinte il y a 350 000 ans, excluant ainsi toute coexistence avec nos ancêtres. Pourtant, la datation du crâne indique une époque bien plus récente, il y a environ 29 000 ans, une période où les humains étaient déjà présents sur Terre. C'est ainsi que la légende a pris forme. Imaginez-vous en humain préhistorique, venant d'apercevoir une licorne. Que feriez-vous? Il n'y a pas de smartphone pour immortaliser cette rencontre. La solution serait sans doute de la représenter sur les parois d'une grotte, et certaines de ses œuvres nous sont parvenues. À Lascaux, en Dordogne, une peinture montre un animal qui semble n'avoir qu'une seule corne, dans la célèbre salle des taureaux. Tandis que tous les autres animaux exhibent 2 cornes ondulées, cette créature énigmatique et tachetée arbore 2 lignes sur la tête. Ces lignes doubles pourraient-elles figurer une corne unique? Est-ce la fameuse licorne? Peut-être. Cette fresque est surnommée le panneau de la licorne. Mais les représentations de licornes ne se limitent pas aux peintures rupestres. Dans la vallée de l'Indus, des archéologues ont mis au jour divers sceaux ornés d'un animal mythique portant une seule corne. Les auteurs grecs de l'Antiquité croyant que les licornes vivaient en Inde, une région qui, à leurs yeux, demeurait exotique. Bien que les Grecs anciens n'aient jamais observé de licorne, ils en ont fait une description étonnamment précise et sont même allés jusqu'à noter que sa chair avait un goût amer. Mais s'agissait-il d'un cheval ou d'un rhinocéros? Ni l'un ni l'autre. À leurs yeux, la licorne ressemblait davantage à un âne. Allez comprendre. Dans la mythologie chinoise, on trouve une créature semblable, appelée Qilin. Son nom, qui se traduit par « mâle-femelle » en français, décrit un animal dont les caractéristiques évoquent celles d'une licorne. Une corne unique sur le front, une queue de bœuf et un corps de cerf. Comme l'ancien rhinocéros d'Asie centrale, il se nourrit d'herbes. Lorsque la première girafe vivante fut présentée à l'empereur Ming en 1414, on la compara à une licorne. Toutefois, le souverain conclut que l'animal ne pouvait être cette créature mythique. La légende persista néanmoins dans cette partie du monde. D'ailleurs, le terme japonais moderne pour girafe, kirin, dérive du chinois désignant cette créature mythologique. Les Perses évoquaient également l'existence des licornes, comme en témoigne une représentation de la créature dans leur ancienne capitale de Persépolis. Cependant, celle-ci arbore 2 grandes ailes, une particularité intrigante. Les Perses, eux non plus, n'avaient jamais vu de licorne de leurs propres yeux. Ils l'imaginaient comme une créature provenant d'un monde surnaturel. Et c'est cet écart avec la réalité qui alimente encore notre fascination pour les licornes aujourd'hui. On retrouve des références à ces créatures dans les écrits d'Aristote et même de Jules César, qui rapportaient que des animaux semblables à des licornes se cachaient dans les forêts de Germanie. L'image que nous avons de la licorne aujourd'hui n'a émergé qu'à partir du Moyen-Âge, peu avant la Renaissance. À l'époque, les gens débordèrent d'imagination et les licornes figuraient souvent dans les enluminures. D'après les anciens scribes, cet animal était redoutable, et son principal adversaire n'était autre que l'éléphant. Les gens du Moyen-Âge vouaient un profond respect à cette créature qu'ils n'avaient pourtant jamais vue. Considérée comme agile et farouche, elle devait être traquée. Mais comment attirer une licorne? Avec le charme d'une belle jeune fille, pardi. Cela peut paraître cocasse de nos jours. Mais il ne faut pas oublier que le Moyen-Âge était une période singulière. À l'époque, les médecins soignaient leurs patients à l'aide de sangsues.
C'était un contexte parfait pour voir naître le mythe de la licorne. L'histoire prend une tournure encore plus rocambolesque. Une jeune demoiselle s'aventurait dans la forêt, et lorsqu'une licorne la remarquait, elle venait se blottir contre ses genoux. Une fois l'animal endormi, des chasseurs surgissaient pour le capturer et le présenter au roi. Mais pourquoi la licorne suscitait-elle tant d'admiration en Europe? C'était avant tout en raison de sa corne, à laquelle on attribuait des vertus magiques. Elle aurait été capable de détecter le poison dans les aliments, et une fois réduite en poudre, elle aurait même eu le pouvoir de blanchir les dents. Ce n'était là qu'une partie des qualités merveilleuses qui entouraient la corne de licorne. Ce folklore était si présent que, lorsqu'il n'était pas possible d'obtenir de véritables licornes, les gens se rabattaient sur une solution de secours, les cornes de narval. Ces cétacés possèdent une longue dent en forme de défense qui sort de leur bouche. En Angleterre, la licorne symbolisait quelque chose de parfaitement insaisissable. Au XVIe et XVIIe siècle, elle en vint à incarner l'imagination, et c'est à cette époque que l'arc-en-ciel fut associé à cette créature fantastique. Les Victoriens furent les premiers à établir ce lien. La licorne fit sa première apparition dans la littérature fantastique avec le roman de 1871, De l'autre côté du miroir, destiné à de jeunes lecteurs. Cet ouvrage, qui faisait suite à l'œuvre plus connue de Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles, fit de la licorne un symbole d'espoir et de pureté. Il n'existait toutefois aucun témoignage d'observation de licorne qui ait été vérifié scientifiquement. En 1663, un savant allemand, Otto von Guericke, affirma avoir découvert un squelette de licorne. L'histoire semblait trop belle pour être vraie, et c'était effectivement le cas. Ce squelette avait été assemblé à partir d'ossements de divers animaux, dans le but de faire croire à l'existence de la créature. Ce faux est aujourd'hui exposé au musée d'histoire naturelle de Magdebourg, en Allemagne. Pourtant, cela n'a pas découragé les gens, qui continuaient à rechercher des licornes où qu'ils aillent. Au XXe siècle, un explorateur britannique fit la découverte d'une nouvelle espèce en Afrique, caractérisée par une petite bosse sur le coin de la tête. Le public la surnomma la licorne africaine. Cependant, il s'agissait en réalité d'un okapi, un animal plus proche du girafon, bien que sa partie arrière ressemble à celle d'un zèbre, et que sa tête évoque celle d'un cerf. Malgré son apparence singulière, l'okapi n'avait rien de commun avec l'insaisissable licorne. En 1991, un nouveau rapport d'observation défraya la chronique, lorsqu'un biologiste autrichien déclara avoir aperçu une licorne dans une forêt allemande, perpétuant ainsi le mythe selon lequel ces créatures vivraient dans des bois enchantés. Toutefois, l'absence totale de preuves tangibles posait problème. Certains historiens vont même jusqu'à affirmer que les licornes n'ont jamais existé et seraient le fruit d'une interprétation erronée des peintures rupestres, qui pourraient en réalité représenter des animaux à deux cornes vus de profil. Après tout, il n'est pas aisé de donner de la profondeur à une image en deux dimensions. Mais en 2013, le mot licorne fit son retour, non pas pour désigner l'animal, mais pour illustrer un concept économique. Aileen Lee, une investisseuse américaine en capital risque, employa ce terme pour qualifier les startups dont la valorisation dépassait le milliard de dollars, jugeant ces entreprises aussi rares que l'animal légendaire. Il n'en existe qu'un millier dans le monde, parmi lesquels on retrouve la célèbre compagnie SpaceX. Nous sommes en Sibérie. Il fait si froid ici que les rafales de vent glacial te brûlent le visage. Toute cette neige blanche semble t'aveugler. Cet endroit ressemble à l'Antarctique à cause du permafrost. Récemment, un groupe de scientifiques a fait des recherches sur l'une des rivières locales. À l'aide d'une foreuse, ils ont extrait plusieurs échantillons de sol gelé. Les chercheurs ont été choqués de trouver des créatures vivantes à l'intérieur de la glace. Plus tard, en laboratoire, ils ont réalisé que les créatures étaient des organismes multicellulaires microscopiques connus sous le nom de rotifères bdelloïdes. Ces créatures ressemblaient à de petits vers. Les scientifiques savaient que ces vers pouvaient vivre dans des conditions de congélation jusqu'à 10 ans. Mais l'âge des rotifères trouvés dans la glace était d'environ 24 000 ans. Et après la décongélation, ils ont commencé à se reproduire, comme s'ils avaient dormi pendant quelques heures et non des milliers d'années. Une analyse plus poussée a montré que ces organismes pouvaient rester congelés pendant des centaines de milliers d'années. Les rotifères pourraient avoir vécu à l'époque où les gens n'avaient pas encore inventé la roue. Et ce n'est pas leur seul super pouvoir. Les rotifères bdelloïdes font partie des animaux les plus résistants à la radioactivité sur Terre. Ils peuvent survivre dans des endroits où il n'y a ni oxygène ni eau. Ils peuvent aussi rester en vie dans des zones à forte acidité et peuvent vivre sans nourriture ni eau pendant longtemps. Ce ne sont d'ailleurs
pas les seules créatures connues pour vivre pendant des milliers d'années. Des types particuliers de mousse et certains micro-organismes sont aussi presque immortels. Les nématodes, également appelés vers ronds, font partie des variétés de vers les plus adaptables au monde. Imagine la tour Eiffel qui se dresse haute et fière. Et maintenant, faisons-la 10 fois plus haute et plaçons-la sous terre. C'est exactement à cette profondeur, à plusieurs milliers de mètres sous la surface, que les scientifiques ont découvert ces créatures. Il n'y a pas de lumière solaire et presque pas d'air à cet endroit. Et comme on est beaucoup plus proche du noyau de la Terre que de sa surface, la température y est plus élevée qu'au milieu du désert le plus chaud. Les millions de tonnes de terre qui se trouvent au-dessus créent une pression folle. Mais tout cela n'a pas empêché la vie de s'y développer. Lorsque les vers ronds manquent d'air ou de nourriture, ou lorsque la température devient trop élevée, ils rentrent dans un état unique de stase ou d'hibernation profonde. Dans ce mode, le métabolisme des vers ralentit et presque tous les processus de leur corps s'arrêtent. Les créatures peuvent dormir pendant très longtemps et ne se réveillent que lorsque l'environnement devient plus vivable. D'ailleurs, on n'a pas besoin d'aller si profondément sous terre pour trouver ces créatures. On trouve des nématodes partout dans le monde. Ils peuvent vivre dans des sources chaudes, des déserts, en haute montagne, parmi les glaces dures de l'Antarctique ou à l'intérieur des animaux et des humains. Nos prochaines créatures invulnérables sont les tardigrades, également connus sous le nom d'oursons d'eau. Ce sont des invertébrés microscopiques à 8 pattes, étroitement liés aux arthropodes. Il est impossible de les voir à l'œil nu. Mais un microscope conventionnel te permettra de voir les tardigrades en détail. Ils ressemblent effectivement à de minuscules oursons. On les appelle oursons d'eau car ils ont besoin d'une fine couche d'eau autour de leur corps en permanence. Elle est nécessaire pour éviter la déshydratation. Les tardigrades ont été trouvés dans toutes sortes d'environnements, des profondeurs de l'océan aux dunes de sable. Ils sont incroyablement robustes grâce à la structure unique de leur organisme. Certes, ils ont l'air mous, mais leur corps est recouvert d'une cuticule résistante. Ce revêtement ressemble aux exosquelettes des sauterelles, des mantes et de nombreux autres insectes. Les oursons d'eau se débarrassent de leur ancienne couche de cuticule lorsqu'ils ont besoin de grandir. Chacune de leurs 8 pattes possède 4 à 6 griffes, ce qui les aide à s'agripper à n'importe quelle surface. Les oursons peuvent survivre à une température presque 3 fois plus froide que celle de la glace de l'Antarctique. La chaleur ne leur fait pas peur non plus. Il a été prouvé qu'ils pouvaient survivre à une température d'ébullition de l'eau. De plus, les oursons d'eau n'ont pas peur des radiations ni des hautes pressions. Dans les profondeurs de l'océan, la pression peut détruire les alliages des métaux les plus solides. Mais ces créatures peuvent résister à des pressions 6 fois supérieures. Et le plus impressionnant, c'est qu'ils peuvent vivre dans le vide de l'espace. Notre planète possède un champ magnétique. C'est un bouclier qui nous protège des radiations solaires. Les tardigrades n'ont pas besoin de cette protection. Ils peuvent aller en orbite proche de la Terre et revenir indemnes. Tout cela grâce à une protéine qui protège leur ADN des rayonnements ionisants. Comme d'autres organismes immortels, les oursons d'eau peuvent tomber dans un état de cryptobiose. Les tardigrades rentrent leur tête et leurs jambes à l'intérieur de leur corps et s'endorment. Si les conditions environnantes menacent de geler, de se dessécher ou de subir un manque d'oxygène, ils resteront dans cette forme de tonneau jusqu'à ce que la situation s'améliore. Ce sont là des organismes et des microbes microscopiques que l'on ne peut voir qu'au microscope. Mais que penses-tu de quelque chose de plus grand? Voici les Opheridae. Ils vivent dans le sud-ouest des États-Unis et au Mexique. Ces coléoptères ne peuvent pas survivre à des températures élevées, vivre sans oxygène ou dans des conditions de rayonnement accrues. Mais leurs carapaces sont si résistantes qu'elles ne peuvent être entamées qu'avec une perceuse ou un marteau. Leurs exosquelettes durables sont faits d'une substance spéciale, la chitine. On la trouve aussi dans la carapace des crabes et des crevettes. Et encore, la chitine des Opheridae est si durable qu'elle leur permet de résister à l'impact d'une voiture roulant à grande vitesse. En cas de danger, ils peuvent cacher leurs moustaches et leurs solides pattes dans des renfoncements spéciaux de la coquille. Les autres animaux ne peuvent pas mordre à travers la carapace, si bien qu'ils recrachent le coléoptère et partent chercher leur déjeuner ailleurs. Dès que le danger disparaît, la bestiole étire à nouveau ses pattes et vaque à ses occupations. La carapace sauve aussi les coléoptères de la déshydratation, ce qui est très utile dans les régions arides du Mexique et du sud-ouest des États-Unis. À l'intérieur de leur exosquelette, ils peuvent stocker de l'humidité. En d'autres termes, ces insectes peuvent absorber de l'eau dès qu'ils en trouvent et transporter ce liquide à l'intérieur d'eux-mêmes. Nos prochaines créatures sont incroyablement fragiles, mais elles savent comment survivre dans des endroits où presque aucun autre animal ne peut vivre. Rendons-nous dans le sud-est de la Roumanie, près de la mer Noire.
Ici, sur une large plaine désolée, tu pourras remarquer la présence d'une fosse. C'est une mine qui s'enfonce profondément dans le sol. L'air à la surface de notre planète contient généralement environ 20% d'oxygène, mais dans la mine, il n'y en a que 10%. À l'intérieur de la grotte, l'air a également une teneur accrue en sulfure d'hydrogène et en dioxyde de carbone. Les humains ne peuvent pas y respirer sans une bouteille d'oxygène. On peut raisonnablement dire que l'eau et l'air y sont empoisonnés. Presque aucun animal ne pourrait survivre ici. Pourtant, 48 espèces d'organismes vivants ont été trouvées dans cette grotte. 33 d'entre elles sont des espèces nouvellement découvertes. Et ce ne sont pas seulement des microbes ou des bactéries qu'on ne peut pas voir sans microscope. Quelque chose de plus grand vit ici. D'étranges escargots blancs rampent sur les parois des mines. Des crevettes transparentes et un tas de sangsues d'un genre inconnu nagent dans l'eau. Des mille-pattes blancs avec d'énormes moustaches et des araignées blanches effrayantes courent sur le sol. Et ils vivent tous ici depuis presque 5 millions d'années. Tu remarqueras peut-être un scorpion d'eau et une autre espèce non identifiée de cet animal. Il ne ressemble pas à ses cousins qui vivent dans les sables chauds ou les forêts tropicales. Aucune créature vivante n'a l'air ordinaire ici. Tous les animaux sont blancs ou transparents. Ils n'ont pas d'yeux, mais sont équipés de longues pattes et de moustaches antennes qui les aident à se repérer dans cet espace sombre. Plus tu t'enfonces dans la grotte, moins l'air contient d'oxygène. Mais le nombre d'organismes vivants augmente. L'air est rempli de méthane et de dioxyde de carbone. Aucun habitant de cette grotte n'a jamais vu la lumière du soleil et n'est jamais sorti de l'obscurité. Il semble impossible de survivre dans de telles conditions où les plantes ne produisent pas d'oxygène. La réponse à la question de leur survie est cachée dans un petit lac. La surface de l'eau est recouverte d'une étrange mousse. Si tu la regardes attentivement, tu peux voir que cette substance blanche est vivante. Elle ressemble à du papier mouillé et doux, facile à déchirer. Cette chose est constituée de milliards d'organismes vivants, des bactéries appelées autotrophes. Il y a beaucoup plus de dioxyde de carbone dans la grotte qu'à l'extérieur. Et ces bactéries, comme les plantes, l'absorbent. Mais elles ne le font pas à l'aide de la photosynthèse, ce qui signifie qu'elles n'ont pas besoin de la lumière du soleil. Elles utilisent l'eau pour la chimiosynthèse. Ce que ces bactéries sécrètent est de la nourriture pour d'autres bactéries. Et ces autres bactéries servent de nourriture à des créatures plus grandes. Ce cycle alimentaire unique n'existe nulle part ailleurs sur la planète. Dans un parc canadien gelé, caché sous d'épaisses couches de glace, des scientifiques ont découvert un squelette bizarre qu'ils ont baptisé le dragon gelé. Le squelette se trouvait dans la glace depuis des millions d'années. Il a fallu des décennies aux experts pour déterminer l'espèce de cet étrange fossile. Il a été identifié comme un nouveau genre de ptérosaures. Ces derniers étaient d'énormes reptiles volants dont l'envergure des ailes dépassait les 5 mètres. Leur tête faisait 3,5 fois la taille de leur corps. Les ptérosaures vivaient il y a 76 millions d'années. Ils planaient alors au-dessus des dinosaures. Les scientifiques les ont décrits comme les animaux les plus grands, les plus méchants et les plus bizarres qui aient jamais volé. Le nouveau genre a été nommé Cryodracon boreas, ce qui se traduit par dragon gelé des vents du Nord. En 2013, un jeune alpiniste escaladait l'une des plus hautes montagnes d'Europe occidentale, le Mont Blanc. Il a remarqué une étrange boîte métallique qui dépassait de la neige. L'alpiniste a forcé la boîte et a découvert qu'elle était remplie de rubis, d'émeraudes et de saphirs précieux. L'alpiniste a immédiatement remis la boîte aux autorités. On a découvert que la boîte appartenait probablement à un passager de l'un des 2 vols en provenance d'Inde qui se sont écrasés sur la montagne il y a plus de 50 ans. La boîte a été évaluée à plus de 200 000 $ et les autorités sont toujours à la recherche de l'héritier de la petite boîte de trésor. En 2007, dans le nord-ouest de la Sibérie, un éleveur de rennes faisait une sortie avec ses fils lorsqu'il a remarqué quelque chose d'étrange dans la glace. L'homme a réalisé qu'il s'agissait d'un jeune mammouth congelé et a immédiatement contacté le musée local. Ce petit, baptisé Liuba, était la momie de mammouth la mieux conservée au monde au moment de sa découverte. Liuba était dans la glace depuis 41 800 ans et est âgé d'environ 30-35 jours. Du tronc à la queue, ce bébé mammouth mesure à peu près la même taille qu'un gros veau. Si tu souhaites le voir, Liuba voyage dans les musées du monde entier. Sur le continent gelé de l'Antarctique, recouvert de couches de glace et de neige, se trouve le mont Erebus, un volcan gelé.
Celui-ci a été découvert au milieu d'une éruption en 1841 par des explorateurs en expédition dans l'Arctique. Il mesure plus de 3657 mètres de haut et est actif depuis 1,3 million d'années. Au centre du volcan se trouve un énorme cratère rempli de grands volumes de lave en fusion. Le volcan subit des explosions occasionnelles, ce qui signifie qu'il est classé dans la catégorie des éruptions continues. Cependant, il n'y a pas lieu de s'inquiéter de ces éruptions car elles sont généralement de faible ampleur. En 1991, 2 randonneurs traversaient les Alpes italiennes lorsqu'ils sont tombés sur un corps qu'ils ont supposé appartenir à un randonneur qui s'était perdu récemment. Le duo a redescendu la montagne pour rapporter leur malheureuse découverte. Une fois les restes récupérés, il est devenu évident que le corps n'était pas du tout récent. Les scientifiques ont déterminé que l'homme des glaces avait plus de 5000 ans et l'ont nommé Ötzi. La découverte ne ressemblait à rien de ce que les scientifiques avaient vu auparavant, car le corps était très bien conservé. Pendant des années, Ötzi a été étudié par des scientifiques qui ont découvert que nos ancêtres avaient beaucoup plus en commun avec nous que nous ne le pensions auparavant. Ötzi était couvert d'art corporel à base d'encre. Les recherches effectuées sur le contenu de son estomac ont révélé que son dernier repas était de la viande séchée, semblable au bacon que nous mangeons aujourd'hui. Ötzi a au moins 19 parents vivant aujourd'hui quelque part en Europe centrale. Des scientifiques étudiaient d'anciens terriers d'écureuils en Sibérie lorsqu'ils sont tombés sur quelque chose d'intéressant. L'un des écureuils avait caché de précieuses graines dans les profondeurs du sol. Les graines étaient enfermées dans la glace depuis 32 000 ans. Les graines étaient issues de la fleur Silene stenophila, qui avait disparu depuis longtemps. De manière incroyable, les scientifiques ont pu récupérer des tissus végétaux à l'intérieur des graines et faire pousser une culture entière de celles-ci. Ils ont depuis réintroduit cette fleur disparue dans des habitats naturels du monde entier. En 1930, une équipe de scientifiques norvégiens a navigué autour de l'océan Arctique pour mener des recherches sur les mers et les glaciers. Ils ont atteint White Island, une terre dangereuse et glacée sur laquelle aucun humain n'avait mis les pieds auparavant. C'est du moins ce qu'ils pensaient, car les scientifiques ont été choqués de découvrir le bout d'un petit bateau qui dépassait de la neige. Gelés à l'intérieur du bateau, ils ont trouvé du matériel scientifique et divers objets personnels, dont une veste portant le monogramme S.A. André. Ils avaient découvert l'épave de la célèbre expédition arctique d'André en ballon. En 1897, les explorateurs suédois, sous la direction d'André, ont tenté de se rendre au pôle Nord à l'aide d'un ballon à hydrogène. Personne n'a plus jamais entendu parler d'eux. Les gens ont découvert ce qui leur était arrivé seulement lorsque l'épave a été découverte 33 ans plus tard. Il s'avère que le ballon s'était écrasé sur White Island 2 jours seulement après leur départ de Suède. Les explorateurs ont longé l'île sur un petit bateau de fortune mais n'ont pas pu aller plus loin. Le mammouth laineux le mieux conservé qui ait jamais été trouvé a été découvert dans une zone de permafrost en Sibérie en 2010. Les scientifiques ont baptisé ce mammouth congelé Yuka, du nom du petit village situé à proximité de l'endroit où il a été découvert. Yuka a été congelé pendant 39 000 ans et on pense qu'il était âgé de 6 à 8 ans. Comme il a été si bien conservé, Yuka a été étudié pendant des années et a fourni de nouvelles informations sur les mammouths. En 2019, des scientifiques ont déclaré qu'ils étaient capables d'activer des cellules prélevées dans les tissus du Yuka. Peut-être qu'un jour nous aurons des mammouths laineux qui parcourront la Terre. En regardant des photos et des vidéos de l'Antarctique, on a l'impression que le continent est glacé, couvert de neige et à plat, à l'exception de quelques petites collines. Les scientifiques le croyaient ça aussi. En étudiant les montagnes Gamburtseff au début des années 2000, ils ont été choqués de découvrir que les petites collines rocheuses étaient en fait le sommet d'une gigantesque formation montagneuse sous 1 km de neige. Grâce à une technologie radar, les chercheurs ont découvert que les montagnes mesuraient en réalité près de 3000 mètres de haut et s'étendaient sur 1250 km. C'est à peu près la même taille que les Alpes européennes, mais cachées sous des tonnes de glace et de neige. Dans une mine d'or en Sibérie, un homme d'affaires examinait une rivière voisine lorsqu'il a remarqué quelque chose d'intéressant dans le gel. Il s'agissait d'un petit rhinocéros laineux qui a été nommé plus tard Sacha. Ces animaux ont disparu depuis 15 000 ans. On pense que Sacha a dû être figée dans la glace pendant 39 000 ans. Elle est unique car c'est le seul rhinocéros laineux dont le corps entier a été découvert. Les glaciers autour de la ville de Pelo, dans le nord de l'Italie, ont commencé à fondre.
Des artefacts datant de plusieurs décennies, voire de plusieurs siècles, ont été découverts en train de sortir de la glace. Des effets personnels de soldats ont été trouvés, comme des journaux intimes, des photographies et même des lettres d'amour. Les historiens ont même découvert une cabane entière préservée sous la glace. Celle-ci était remplie de casques en métal dur et de vêtements. En 1845, Sir John Franklin s'est embarqué dans une expédition malheureuse vers le pôle Nord. L'équipage se déplaçait sur 2 navires, le HMS Erebus et le HMS Terror, baptisés de manière ironique. L'expédition a été un désastre et les 2 navires se sont perdus dans les eaux glacées. En 2016, le HMS Terror a été découvert par une équipe de chercheurs. Bien qu'il ait été perdu pendant 170 ans, les eaux glaciales avaient maintenu le navire dans un état impeccable. Les scientifiques ont décrit le navire comme étant gelé dans le temps. Les assiettes et les verres étaient encore sur les étagères, les lits et les bureaux étaient encore en ordre et même les bagages des passagers semblaient être en bon état. Le HMS Erebus a également été découvert à proximité, mais en raison des conditions changeantes de l'eau, le navire, lui, n'était pas en très bon état. La glace qui entoure un passage de montagne en Norvège, traditionnellement utilisé par les Vikings, a révélé des centaines d'artefacts anciens. L'un de ces artefacts était une boîte en bois géante fermée et soudée. Les chercheurs étaient fous de joie à l'idée d'ouvrir cette boîte. Ils pensaient qu'elle serait remplie de trésors vikings ou d'artefacts qui nous donneraient un aperçu de cette ancienne société. Mais lorsqu'ils ont ouvert la boîte, tout ce qu'elle contenait était une vieille bougie en cire d'abeille. Il s'avère que cette boîte n'était en fait pas aussi ancienne qu'ils le pensaient. En analysant la bougie, ils ont découvert que la boîte datait du XVIIe siècle. L'ère des Vikings s'est terminée au XIe siècle. Il est probable que la boîte avec la bougie appartenait à un fermier qui l'expédiait de sa ferme d'été à sa ferme d'hiver pour éclairer les longues nuits. Il existe des communautés entières de petits organismes inhabituels qui vivent dans les lagons en Patagonie. Et ils sont parmi les premières formes de vie jamais existantes. Personne ne les connaissait jusqu'à ce que 2 scientifiques, Brian et Maria, aillent explorer certaines zones en Patagonie. La Patagonie occupe près de la moitié de l'Argentine, et peu de gens y vivent. Seulement quelques agriculteurs et éleveurs de moutons qui restent principalement près des rivières et cultivent des choses comme des pommes, des poires et de la luzerne. Il y a longtemps, c'était un endroit sauvage et lointain où vivaient des tribus indiennes. Par exemple, les Tehuelche. Mais cette fois, nous allons suivre les traces de formes de vie qui sont apparues bien avant les humains et regarder de plus près ces micro-organismes intéressants que Brian et Maria ont trouvés. Ces 2-là ont dû conduire pendant 9 heures sur des routes difficiles pour atteindre leur destination. Ils ont séjourné dans un petit village. Seulement 35 personnes y vivent. 6 Jane dépendent d'une seule source car il ne pleut presque jamais là-bas. Lors de la dernière nuit dans le village, Brian a réalisé que les images satellites qu'il avait prises montraient un ensemble de lagunes, qui n'étaient qu'à 16 km de distance. Le lendemain, la petite équipe a sauté dans une voiture et a remonté la route aussi loin qu'ils le pouvaient, jusqu'à ce que cela devienne trop difficile à conduire. Ils ont continué à randonner le reste du chemin. C'était difficile, car ils devaient porter de l'eau pour faire face au soleil intense. À certains endroits, ils ont fini par s'enfoncer jusqu'aux genoux dans une bouillie de sel. Là-haut, il y avait 12 lagons aux eaux parfaitement claires. Le lieu lui-même ne offrait pas grand-chose à part de l'eau très acide et salée et un soleil direct et intense. Mais c'était un peu comme un voyage dans le temps, car ces conditions ressemblaient à ce à quoi la Terre ressemblait il y a de nombreuses années. Lorsque Brian a examiné les lagunes, il a été surpris de voir de nombreux micro-organismes inhabituels là-bas. Nous les appelons, et ils sont si petits que nous ne pouvons même pas les voir sans un microscope. Mais ils se rassemblent et forment de grandes communautés. Dans le passé, de nombreuses espèces inhabituelles vivaient de cette façon. Par exemple, les cyanobactéries. Elles étaient importantes à leur époque parce qu'elles produisaient de l'oxygène. La Terre, à ses débuts, n'avait pas beaucoup de ce gaz dans son atmosphère. Les premières stromatolites pourraient avoir été formées par différents types de bactéries qui ne produisirent pas nécessairement d'oxygène, mais vivirent simplement leur vie paisible là-bas. Elles formèrent des couches, s'empilant les unes sur les autres, afin qu'au moins certaines d'entre elles puissent recevoir un peu de lumière solaire. Elles utilisaient du sable et des liquides collants pour rester proches les unes des autres. Brian était également incroyablement surpris car c'était l'un des plus grands stromatolites vivants qu'il ait jamais vus.
Les stromatolites vivants poussent généralement jusqu'à plus de 1 mètre de haut. Mais ceux qui venaient d'être découverts étaient de 5 mètres de large et quelques pieds de haut, ce qui est gigantesque comparé à ceux vivant dans d'autres endroits. Et les fossiles étaient encore plus grands. Il y a longtemps, ils pouvaient devenir plus grands qu'aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres espèces qui pouvaient les manger ou leur nuire. De plus, il y a beaucoup d'autres organismes aujourd'hui qui peuvent se développer plus rapidement et de manière plus massive qu'eux et prendre leur place. C'est pourquoi les stromatolites ne peuvent survivre que dans de rares endroits où presque rien d'autre ne peut vivre. Comme dans ces lagunes très salées situées en haute altitude, plus de 3650 mètres, dans la puna de Atacama. Les stromatolites trouvés là-bas sont les plus célèbres, car ils pourraient être parmi les meilleurs exemples des premières formes de vie sur notre planète. Cependant, ils ne sont pas réellement la première forme de vie sur Terre. Les plus anciens de leurs fossiles ont 3,5 milliards d'années, alors que d'autres preuves que nous avons nous disent que la vie sur notre planète est apparue il y a environ 4,1 milliards d'années. Peut-être que certains stromatolites vivaient aussi à cette époque. Mais la Terre a beaucoup changé depuis lors, et les endroits où ils auraient pu vivre n'ont pas survécu. Tout cela peut ne pas sembler grand-chose à première vue, car personne n'a encore trouvé une bête exotique et étrange que notre monde n'a jamais vue auparavant. Mais ce sont des exemples notables de ce à quoi pourrait ressembler la recherche de vie ailleurs dans l'univers. Les scientifiques qui s'intéressent à l'étude de Mars viennent souvent dans cet endroit car il pourrait ressembler à ce à quoi la planète rouge ressemblait il y a très longtemps. Si des fossiles étaient cachés dans d'anciennes roches sur Mars, ils pourraient ressembler à ces stromatolites. Un autre pays lointain a révélé certains de ses secrets. C'est l'Antarctique avec un ancien monde perdu trouvé sous sa glace. L'Antarctique n'a pas toujours été cette terre isolée et glaciale de neige et de glace. Autrefois, elle faisait partie du supercontinent Gondwana, avec ce qui est maintenant l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Australie, la péninsule arabique et le sous-continent indien. Mais à un certain moment, elle s'est séparée et a commencé à construire une vie à part. Elle s'est formée lorsque d'autres masses terrestres ont commencé à se déplacer, ce qui a formé sa côte. Mais l'Antarctique était également différent à bien d'autres égards à cette époque. C'était une terre recouverte de magnifiques forêts et de rivières pleines de vie. Les scientifiques ont utilisé des radars et des satellites pour explorer un monde mystérieux caché sous la glace là-bas. Cette ancienne terre, qui est proche de l'océan Indien, est aussi grande que l'État américain du Maryland ou la Belgique. Elle a plus de 14 millions d'années. Certaines études disent que cette zone s'est formée il y a plus de 34 millions d'années, bien avant que l'Antarctique ne tombe dans son grand gel. Au début, les températures y étaient plus élevées. Peut-être comme le temps en Patagonie ou les forêts pluviales tempérées froides de Tasmanie, Nouvelle-Zélande, ou peut-être même plus tropicales que cela. Mais alors que le climat devenait plus frais, de petits glaciers ont commencé à se former sur les collines près des rivières. Les vallées se sont enfoncées davantage à cause de toute cette glace qui les recouvrait. Et puis, les températures ont encore baissé. Et une énorme couche de glace a recouvert tout le continent, cachant ces anciens glaciers. Des rivières ont façonné ce monde perdu il y a longtemps, bien avant qu'il ne finisse par être recouvert de glace presque 3,2 km d'épaisseur à certains endroits. Des études scientifiques de cette région ont montré que ces paysages étaient remplis de hautes terres et de montagnes. La glace qui s'était formée sur l'Antarctique a rendu toute la région très froide, de sorte que le paysage ne pouvait plus s'éroder. Cela signifie que tout est resté essentiellement le même et intact sous la glace pendant des millions et des millions d'années. Ce qui est intéressant, c'est que nous en savons moins sur cette terre cachée sous la glace que sur la surface de Mars. Une façon de l'explorer davantage serait de forer ces calottes glaciaires pour vérifier les échantillons de sédiments en dessous. Il pourrait nous en dire plus sur la flore et la faune ancienne congelées en dessous. Ce n'est pas une nouvelle méthode. Une méthode similaire a été utilisée pour collecter des échantillons de 2 millions d'années au Groenland. L'Australie a aussi son monde secret. Des organismes anciens ont été trouvés cachés dans des roches provenant du nord du continent et datant d'environ 1,6 milliard d'années. Ces choses microscopiques font partie d'une famille appelée eucaryotes. Les membres de cette famille qui existent aujourd'hui comprennent les plantes, les champignons, les animaux et même ces minuscules organismes à une seule cellule, tels que les amibes. Tous les êtres vivants avec des noyaux dans leurs cellules, y compris nous, peuvent retracer leur arbre généalogique jusqu'à l'un des plus anciens membres de cette famille. Celui-ci est appelé le dernier ancêtre commun eucaryote et il a vécu il y a plus d'1,2 milliard d'années.
Ces organismes anciens étaient plus complexes et plus grands que les bactéries. Peut-être étaient-ils les premiers prédateurs sur Terre, chassant les bactéries. En 1850, l'égyptologue français Auguste Mariette se rendit sur la terre des pharaons en quête de manuscrits, mais tomba par hasard sur une tête de sphinx qui émergeait des dunes. Après avoir dégagé le sable, il comprit que ce sphinx marquait l'entrée d'une structure souterraine. Quelques mois plus tard, il pénétra finalement dans le Sérapéum de Saqqara. À l'intérieur, il découvrit un gigantesque sarcophage en granit contenant les restes de 64 taureaux. Les scientifiques restent émerveillés par la technologie qu'utilisèrent les anciens Égyptiens pour déplacer ces immenses blocs. Le Sérapéum, construit vers 3000 ans avant notre ère, était une sépulture souterraine dédiée au taureau sacré Apis, vénéré dans l'Égypte ancienne. Il comportait un long corridor de près de 150 mètres, bordé de vastes salles de pierre. Certains sarcophages, pesant jusqu'à 100 tonnes, soit l'équivalent de 50 voitures moyennes, étaient réalisés avec une précision remarquable, présentant des angles parfaits de 90 degrés. Ornés de hiéroglyphes et de gravures, ces pièces détaillaient les récits et l'importance accordée au taureau Apis. Aujourd'hui, seuls 24 sarcophages subsistent. Dans l'Égypte antique, les taureaux Apis occupèrent une place prépondérante en raison de leur lien avec le dieu Ptah. Ils étaient perçus comme porteurs de son esprit et de sa sagesse, tout en soutenant le pharaon et son peuple. Les prêtres identifiaient ces taureaux sacrés en recherchant des signes distinctifs. Un triangle blanc sur le front, symbole de lumière divine, une marque dorsale évoquant l'aile d'un vautour, et une forme de scarabée sous la langue, associée à la réincarnation. Lorsqu'un taureau portait ces marques, il était considéré comme élu par Ptah et traité avec vénération. Ces animaux vivèrent dans un temple dédié à Memphis, ville où l'on honorait Ptah, et bénéficièrent des soins les plus attentifs, ainsi que d'offrandes de visiteurs désireux de recevoir leur bénédiction. À leur mort, les taureaux Apis étaient momifiés et honorés avec la plus grande solennité. Lorsque Mariette pénétra dans le Sérapéum, il observa des traces de rouleaux sur le sol des galeries et découvrit 2 treuils horizontaux en bois, chacun muni de 8 leviers. Par la suite, d'autres explorateurs signalèrent la présence de doubles rails. Les chambres funéraires étaient situées à un niveau inférieur au sol du couloir. Pour positionner les sarcophages, les ouvriers remplissaient ces chambres de sable, permettant ainsi un déplacement en ligne droite. Ensuite, le sable était progressivement retiré, abaissant doucement les sarcophages dans des emplacements parfaitement taillés dans la roche. Une inscription en pierre trouvée dans le Sérapéum mentionnait qu'à l'époque de Ptolémée II, en 247 avant notre ère, il fallait 28 jours pour placer un seul sarcophage avec son couvercle. L'incroyable précision des sarcophages, notamment leurs angles de 90 degrés, s'explique également par les avancées géométriques des anciens Égyptiens. Dès 1850 avant notre ère, ils rédigèrent des traités de géométrie, démontrant qu'ils connaissaient une valeur approximative de pi et savaient calculer le volume d'une pyramide tronquée. Ces compétences avancées en mathématiques expliquaient leur capacité, 5 siècles plus tard, à sculpter des surfaces parfaitement planes. Bien que tout cela puisse sembler logique, certains pointent des incohérences. La taille des sarcophages dépasse largement celle des taureaux, alors que les pharaons étaient inhumés dans de petits cercueils, à peine adaptés à leur corps. De plus, ces sarcophages, réalisés en granit avec une précision remarquable, auraient pu être fabriqués en calcaire, un matériau bien plus facile à travailler. Le transport de ces immenses sarcophages semble réalisable en théorie, mais reste complexe. Si une personne pouvait tirer environ 200 kilos, il aurait fallu au moins 250 personnes pour déplacer un seul sarcophage. Or, les tunnels du Sérapéum sont extrêmement étroits, excédant d'à peine 60 cm la largeur des sarcophages eux-mêmes. Il aurait été impossible que des centaines de personnes se serrent dans ces espaces confinés pour tirer les sarcophages. Et quand bien même, comment auraient-elles pu faire pivoter les blocs dans ces étroits couloirs, les abaisser dans leurs niches et les positionner parfaitement au centre? Pourtant, cela a été réalisé pas moins de 24 fois, chaque sarcophage étant impeccablement centré. De surcroît, les chambres étaient recouvertes de poussière, sans aucune trace de suie provenant des lampes, ce qui impliquerait de travailler dans une obscurité quasi totale. La fonction véritable de ces sarcophages pourrait toutefois avoir été différente. Bien avant l'ère des pharaons, les populations locales connaissaient déjà le processus de fermentation. Ce phénomène survient lorsque des micro-organismes, comme les levures, consomment des substances comme l'amidon,
produisant ainsi du gaz carbonique et de l'éthanol. Il est donc possible qu'en Égypte ancienne, des aliments tels que l'orge, le pain ou même la viande aient été placés dans ces immenses coffres de pierre, puis scellés hermétiquement à l'aide de lourds couvercles. Ces sarcophages en granit, d'une précision remarquable, étaient pratiquement hermétiques, empêchant toute fuite. Lorsque la levure commençait à agir, elle générait progressivement du gaz carbonique, augmentant la pression interne. Les sarcophages, dotés d'une robustesse exceptionnelle, pouvaient supporter des pressions bien supérieures à celles des pneus de voiture. Sous l'effet de cette compression, les cristaux du granit produisaient une très faible charge électrique. Ce phénomène était possible grâce à la présence de quartz dans le granit, un matériau réactif à la pression. Par ailleurs, l'ajout de viande ou de parties animales aurait pu favoriser le développement des levures. La viande contient en effet de l'acide oléique, un élément nécessaire pour que les levures continuent de croître et résistent aux effets toxiques de l'éthanol qu'elles produisent. Ainsi, avec l'accumulation de gaz et la production d'électricité, ces sarcophages n'auraient pas uniquement servi d'anciens garde-manger, mais auraient pu être de véritables systèmes énergétiques. Au fil du temps, la pression interne devenait si élevée qu'elle pouvait repousser le couvercle, libérant le gaz avec un bruit sec. Toutefois, lorsque le sérapéum fut redécouvert en 1850, d'anciennes peintures montrèrent que des pierres étaient empilées sur certains couvercles. Cela suggère que, dans l'Antiquité, des efforts furent entrepris pour alourdir ces couvercles afin de limiter les pertes dues à la pression interne. Ce poids additionnel permettait également aux cristaux de quartz du granit de continuer à générer davantage d'électricité sous l'effet de la pression. Si quelqu'un ouvrait l'un de ces sarcophages de pierre plusieurs millénaires plus tard, il ne découvrirait à l'intérieur que les ossements des taureaux déposés à l'origine. C'est précisément ce que Mariette a mis au jour dans les années 1850. Peu après les premières fouilles effectuées au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, le sérapéum fut ouvert aux visiteurs. Le prince de Galles, futur Édouard VII, aurait même déjeuné avec ses invités dans l'une de ces tombes. Bien que le site ait été rendu inaccessible pendant un certain temps à cause des sables et des séismes, il est aujourd'hui de nouveau possible de le visiter afin d'en percer le mystère. Grâce aux technologies modernes, nous pourrions bientôt résoudre de nombreuses autres énigmes historiques. Une équipe de scientifiques du musée Field d'Histoire naturelle de Chicago a récemment utilisé un scanner spécifique pour analyser des momies égyptiennes sans les déballer. Les chercheurs ont soigneusement transporté 26 momies sur des chariots adaptés jusqu'au parking où se trouvait le scanner. Celui-ci a pris des milliers de clichés radiographiques détaillés de chaque momie et de leur cercueil. En regroupant toutes ces images, ils ont pu créer des modèles 3D révélant l'intérieur des momies, y compris les squelettes et certains artefacts. Ces images devraient permettre aux archéologues de mieux comprendre les pratiques funéraires égyptiennes, remontant à plus de 3000 ans. Bien que la phase de numérisation ait été réalisée en seulement 4 jours, l'analyse complète des données pourrait prendre jusqu'à 3 ans. Les chercheurs ont néanmoins déjà pu découvrir quelques détails personnels sur certaines momies. L'une des figures momifiées les plus célèbres du musée est Chenet Aa, une aristocrate ayant vécu dans l'Égypte ancienne il y a environ 3000 ans. Elle serait décédée à la fin de sa trentaine ou au début de sa quarantaine. Les embaumeurs avaient inséré du rembourrage dans son cou pour éviter qu'il ne s'affaisse, garantissant ainsi que son corps demeure intact à travers les âges. Ils avaient également placé des yeux artificiels dans ses orbites afin qu'elle conserve une apparence complète dans l'au-delà. Elle avait été enveloppée dans un lin de raffiné et placée dans un cercueil richement décoré. Les scans ont révélé que ce dernier comportait une fente à l'arrière, utilisée par les embaumeurs pour ajuster le corps, ainsi que des détails artistiques, tels que des marques indiquant la position de ses genoux. Son enterrement semblait comparable, en termes de sophistication, à la conception d'une voiture haut de gamme. Récemment, des scientifiques ont fait une découverte étonnante qui pourrait résoudre le mystère de Stonehenge. Ils ont trouvé un élément caché au plus profond de l'ADN des pierres de Sarsène, les énormes monolithes présents sur le site. Cette découverte pourrait révéler pourquoi nos ancêtres du néolithique ont conçu et construit cette structure. Depuis des années, les scientifiques se creusent la tête pour savoir d'où viennent les énormes pierres de Sarsène. Pendant longtemps, ils ont cru qu'elles provenaient d'une carrière située à 25 km du site, connue sous le nom de Marlborough Downs. Sur ce site, ils ont trouvé des minéraux similaires à ceux qui composent les pierres de Sarsène. Mais en réalité, les choses sont plus complexes qu'on ne le pensait. Notre compréhension de la construction de Stonehenge est en constante évolution.
Les scientifiques doivent littéralement remonter le temps pour percer ces mystères. D'où viennent les pierres? Comment ont-elles été transportées? Pourquoi le site a-t-il été construit? Le site de Stonehenge, situé dans la plaine de Salisbury en Angleterre, est constitué de deux grands types de pierres. Il y a les pierres de sarcène, très lourdes, et les pierres bleues, plus petites et plus légères. Les pierres de sarcène pèsent chacune environ 25 tonnes. Cela équivaut à 3 éléphants d'Afrique. La pierre de sarcène la plus lourde, appelée Hillstone, pèse à elle seule 30 tonnes. Ensemble, les pierres de sarcène forment le cercle extérieur de la structure. À l'intérieur de ce cercle, vous trouverez les pierres bleues. Leur nom est peut-être un peu trompeur, car elles ne sont pas vraiment bleues. Elles ont une teinte bleutée lorsqu'elles viennent d'être cassées, d'où leur nom. Ces petites pierres proviennent probablement des collines de Presley, dans le sud-ouest du pays de Galles, à environ 240 km de Stonehenge. Elles sont un peu plus légères que les pierres de sarcène, mais restent assez lourdes. La pierre de l'autel, classée parmi les pierres bleues, est la plus lourde d'entre elles, avec un poids d'environ 6 tonnes. Son emplacement d'origine n'est pas encore connu. Pour déterminer l'origine d'une pierre, les scientifiques doivent d'abord étudier sa composition. Pour cela, ils vérifient l'ADN de la roche. Ensuite, ils recoupent la structure de la pierre avec les minéraux présents dans le sol pour voir s'il y a concordance. La plupart des pierres de sarcène que nous voyons dans le sud de l'Angleterre sont en fait constituées d'un type de grès connu sous le nom de silcrète. Il s'agit d'un sable durci par les eaux souterraines pendant des millions d'années. Ce processus est principalement produit au cours d'une période appelée le Paléogène, il y a quelques 65 à 23 millions d'années. Ces pierres de sarcène ne se sont pas formées en une seule grande plaque, mais par parcelles, comme si la nature avait créé de petits jardins de pierres un peu partout. Les scientifiques expliquent que les pierres de sarcène se sont répandues de manière aléatoire, souvent dans des zones isolées. Au fil du temps, nombre d'entre elles ont été enfouies sous des couches d'argile et de craie, ce qui a contribué à leur préservation. Lorsque les bâtisseurs de l'Antiquité se sont mis en quête de matériaux, ces pierres leur ont probablement semblé parfaites pour la construction d'une structure aussi impressionnante que Stonehenge. En fait, on a utilisé des pierres de sarcène dans toutes sortes d'ouvrages, des villas romaines aux églises médiévales en passant par les bordures de routes et les murs de culture. On pourrait dire que ces pierres étaient le matériau de prédilection des bâtisseurs de l'Antiquité et qu'elles ont continué à être populaires même à l'époque moderne. Ce fait a amené les scientifiques à se demander si toutes les pierres de sarcène, utilisées pour construire Stonehenge, ne provenaient pas du même endroit. Ils ont identifié des sites dans tout le Royaume-Uni, dans des régions telles que l'Oxfordshire et le Kent. Après des centaines d'années d'études, les géologues disposent enfin du type de technologie appropriée pour déterminer l'origine des pierres. J'aimerais pouvoir vous dire qu'il s'agit d'un lieu tenu secret, très éloigné du site. Mais il s'est avéré que les pierres de sarcène proviennent en réalité de West Woods, une forêt située tout près de Stonehenge. Un nouveau facteur est entré en jeu lorsque des fouilles ont mis au jour des trous de pierre, indiquant qu'au moins 6 piliers de pierre bleue avaient été retirés dans les collines de Preseli, sur le site de Waunmain, au cours de la préhistoire. Il y avait là un cercle de pierre, et l'on pense que certaines des roches de Stonehenge ont été récupérées dans ce cercle plus ancien. Si cela est vrai, il se pourrait que Stonehenge fasse partie d'un ensemble beaucoup plus vaste de sites anciens. Si c'est bien le cas, Stonehenge ne serait que la cerise sur le gâteau d'un projet de plus grande envergure. Un peu comme la pièce maîtresse d'un paysage de monuments, de monticules, de cercles de pierre et d'autres choses très impressionnantes. C'est la raison pour laquelle les scientifiques veulent absolument savoir d'où viennent les pierres. Cela pourrait permettre de comprendre pourquoi et comment Stonehenge a été construit. Stonehenge n'est pas apparu du jour au lendemain. Il a été construit en plusieurs étapes sur des centaines d'années. Il ne s'agissait probablement pas de l'œuvre d'une seule personne, mais d'un grand projet communautaire qui a évolué au fil du temps. Chaque génération de bâtisseurs a apporté ses propres idées, créant une structure qui allait durer des siècles. La première étape remonte à environ 3100 ans avant notre ère. Un fossé circulaire a été creusé et quelques pierres bleues ont été installées, formant une sorte d'anneau de départ. Plus tard, ils ont ajouté les pierres de sarcène et ont même surmonté certaines d'entre elles de pierres horizontales afin de former ces fameuses arches que vous voyez aujourd'hui, ce qu'on appelle les trilithes. Ces bâtisseurs de l'Antiquité avaient bien des défis à relever. Comment déplaçaient-ils les pierres? Une vieille théorie, connue sous le nom de route de glace, suggère que les pierres ont été déplacées sur des chemins naturels et glacés au cours de plusieurs hivers.
Ils auraient ainsi simplement fait glisser les pierres jusqu'à Stonehenge. Mais nous parlons là d'une distance de plus de 160 km, c'est donc assez invraisemblable. Quoi qu'il en soit, cette théorie a été démentie, parce qu'il faisait plus chaud à l'époque qu'aujourd'hui. Il y a aussi la théorie de la rivière. Les pierres auraient été transportées par voie d'eau depuis leur lieu d'extraction jusqu'au site. Mais les pierres de Sarsen sont beaucoup trop lourdes pour cela. Cette théorie a donc également été abandonnée. En clair, personne ne sait comment les pierres ont été déplacées. Les recherches menées à Stonehenge ont dévoilé un autre élément scientifique intéressant. Un récent examen au laser des pierres a révélé les différentes méthodes de travail utilisées et montré que certaines parties du monument étaient plus soigneusement ouvragées que d'autres. En particulier, le côté nord-est et les faces internes des trilithes centraux ont été minutieusement taillés. Pour information, un trilithe est une structure composée de 3 pierres. 2 énormes monolithes sont surmontés d'un 3e qui les relie entre eux. En grec, ce mot signifie simplement « qui a 3 pierres ». Quoi qu'il en soit, la grande question, et la raison pour laquelle Stonehenge est si célèbre, est de savoir pourquoi il a été construit en premier lieu. Les théories vont bon train, et certaines semblent tout droit sorties d'une série de science-fiction. Voici un bref aperçu des idées les plus populaires. Il y a bien sûr la théorie du calendrier solaire. Elle suppose que les pierres sont alignées sur les mouvements du soleil, en particulier lors des solstices d'été et d'hiver. Lors du solstice d'été, le soleil se lève à gauche de la Hillstone, la seule pierre à l'extérieur du cercle principal, éclairant ainsi l'ensemble du monument. Certains disent qu'il s'agit là d'une espèce de calendrier antique permettant de marquer les jours les plus longs et les plus courts de l'année. Certains archéologues pensent que Stonehenge pourrait avoir été un ancien site de guérison. Des morceaux de pierre bleue portent des traces de burin, probablement faites par des gens qui croyaient qu'elles pouvaient guérir des maladies. Selon une théorie, les gens venaient à Stonehenge de tous les coins du pays dans l'espoir d'y trouver un remède à leurs maux. Certains pensent que Stonehenge était un lieu très populaire, un endroit où les gens se rassemblaient. Certaines preuves suggèrent que des communautés très éloignées les unes des autres se retrouvaient à Stonehenge pour des célébrations, des festins et des cérémonies. Un examen des ossements trouvés à proximité montre que les gens parcouraient parfois des centaines de kilomètres pour se rassembler sur ce site. Tu as enfilé ta jolie parka beige, tes instruments sont soigneusement emballés, et ton billet d'avion pour l'Arabie Saoudite est réservé. Tu sais ce que cela signifie, n'est-ce pas? Et non, tu n'as pas été choisi pour jouer dans le remake de Dune. Cela signifie simplement que tu es prêt à partir explorer les plus grandes contrées désertiques de notre monde, dans l'espoir de découvrir quelques secrets préhistoriques sur nos ancêtres. Soyons clairs. Si tu pensais que les déserts étaient des espaces vides, détrompe-toi. Ils ont beau être remplis de sable à perte de vue, ils n'en sont pas moins chargés d'histoire. Tu sais, parce qu'avant que les hommes ne se rassemblent dans des villages, nous étions des peuples nomades. Nous arpentions le monde à la recherche de nourriture, d'eau et d'abri. Il nous a donc bien fallu concocter 1 ou 2 inventions intéressantes pour survivre. Comme cette chose trouvée dans le désert d'Arabie Saoudite. As-tu une idée de ce que cela pouvait être? Pendant de nombreuses années, les scientifiques ont débattu de l'origine et de l'usage d'énormes structures pareilles à celle-ci. Il semble que nos ancêtres néolithiques étaient bien plus intelligents que nous ne le pensions. Ils ne passèrent pas leur temps autour du feu à tailler des armes dans la pierre. Non, ils exerçaient aussi leur talent d'architectes. Ces immenses structures de pierre sont appelées des desert kites, autrement dit, les cerfs-volants du désert. Parce que si tu les regardes de loin, elles ressemblent, à des cerfs-volants. Les archéologues s'accordent à dire que ceux-ci servaient à attirer les animaux. Ainsi, nos ancêtres pouvaient plus facilement s'assurer une abondance de gibier au fil de la semaine. Mais ce n'est pas tout. Regarde plutôt la paroi de cette caverne. Elle nous montre que nos ancêtres ont probablement esquissé sur la roche le plan de ce qu'ils prévoyèrent de construire au sol. Tout comme les architectes d'aujourd'hui. Les desert kites pouvaient s'étendre sur des kilomètres de long. C'est pourquoi il fallait bien en tracer un plan avant de les construire. Le plus surprenant, c'est que ces structures semblent encore plus vieilles que ne l'est Stonehenge. On parle de 7 à 9 000 ans. Au cours de la dernière décennie, les scientifiques ont pu identifier plus de 6000 desert kites disséminés du Moyen-Orient jusqu'au cœur de l'Asie. Si tu ne trouves pas cela énorme, essaye de construire quelque chose d'aussi grand, sans l'aide d'aucun drone. Il semble que ce soit un exploit assez difficile à réaliser. Et apparemment, le désert d'Arabie est rempli de choses encore plus étonnantes. Des scientifiques y ont découvert de mystérieuses structures, plus anciennes que les pyramides égyptiennes de Gizeh. Alors bien sûr, tu as hâte d'aller voir ce qu'il en est.
Nous sommes tous d'accord pour admettre que charrier de lourdes pierres, dans le but de construire une pyramide, et ce, sans l'aide de la moindre technologie moderne, semble déroutant. Je veux dire, comment diable ont-ils fait? Imagine maintenant que tu reviennes plusieurs milliers d'années en arrière et que tu retrouves les hommes qui ont construit ces gigantesques structures dans les régions les plus désolées. Jette donc un coup d'œil à ces moustatils. Il s'agit de structures rectangulaires construites à partir de pierres empilées et éparpillées sur une superficie de 200 000 km². Certains archéologues pensent que ces monuments étaient utilisés à des fins rituelles. Des processions, peut-être, où les pèlerins se rendaient d'un bout à l'autre du plateau. Passons maintenant à une autre zone désertique. Nous pénétrons dans le célèbre désert du Sahara. N'est-ce pas magnifique? Ici, tu es sur le point de trouver la réponse à un mystère ancien que les chercheurs ont mis des années à résoudre. Fait notable, le désert du Sahara est le plus grand désert chaud du monde. Il s'étend sur 8 à 9 millions de kilomètres carrés, ce qui représente environ 15 fois la France. On précise que c'est le plus grand désert chaud, parce que la plus grande zone désertique du monde n'est autre que l'Antarctique. Mais nous savons tous que les températures y sont glaciales, ce qui est un peu aux antipodes de l'image que l'on se fait d'un désert. Au fin fond du désert, près de la ville algérienne de Fogaret-Ezouat, quelque chose d'étrange a été découvert. Depuis des décennies, ces petits points ne cessèrent d'apparaître sur les images de Google Earth, mais personne ne pouvait expliquer de quoi ils retournaient. Certains scientifiques étaient persuadés que ces cercles étaient le résultat de l'activité pétrolière dans la région. D'autres pensèrent qu'il s'agissait d'anciennes fogaras, autrement dit d'anciens puits. On en compte des dizaines, s'étendant en ligne droite sur des kilomètres et des kilomètres. Mais ce qui est étrange, c'est qu'elles sont toujours très éloignées de toute ville, de toute route ou de toute activité humaine en général. Quelle était, ou quelle est peut-être encore, leur raison d'être? Si tu devais deviner, qu'en dirais-tu? Tu te souviens que nous avons parlé du fait que nos ancêtres avaient dû faire preuve d'ingéniosité pour survivre en plein désert. Essayons de nous mettre à leur place pendant 1 minute. Imagine que tu sois un chasseur-cueilleur nomade vivant dans une région aride. Tu passes tes journées à te protéger tant bien que mal du soleil brûlant, en essayant de compter tous les grains de sable qui t'entourent. Mais tu as aussi besoin de manger et de boire de l'eau. Mais comment trouver de l'eau dans le désert? Bien sûr, tu peux peut-être espérer tomber sur une oasis toutes les semaines environ. Mais cela semble un pari risqué, n'est-ce pas? C'est pourquoi les habitants d'Afrique du Nord ont inventé ces fameuses fogaras. Les fogaras sont un système d'irrigation vieux d'environ 3000 ans. Les habitants de la région creusaient alors des puits dans les zones élevées, des fosses suffisamment profondes pour puiser dans les eaux souterraines. Ensuite, ils n'avaient plus qu'à creuser des puits en parallèle à des distances régulières. De cette façon, l'eau s'écoulait du puits principal vers tous les puits successifs et irriguait des zones entières. Les voyageurs pouvaient s'arrêter au puits pour se désaltérer. Ils pouvaient également y abreuver leur bétail et produire des cultures. Plutôt astucieux, non? Toutefois, même si ces trous ressemblent à des fogaras, quelques recherches démontreront que ce n'était pas le cas. En effet, de pareils puits étaient construits en ligne et non en cercle comme ceux que nous voyons à présent. Cela a donc éventuellement un rapport avec la deuxième option? Peut-être ces trous dans le désert sont-ils liés à l'activité pétrolière de la région? Examinons-les de plus près. Sur Google Earth, ils ne semblent pas bien grands, mais dans la réalité, ce sont d'énormes cratères. Le secret de leur nature se cache sous les sables. Si tu étais l'un des chercheurs à l'origine de cette découverte, tu aurais trouvé quelque chose d'unique enfoui sous le désert. D'anciens bâtons de dynamite et de vieilles boîtes de sardines. En rassemblant les pièces du puzzle, les archéologues se sont rendus compte que CS Conserve était d'un modèle des années 50 et 60. Il semble que des équipes entières de cette décennie y aient campé pendant qu'elles prospectèrent la zone en quête de pétrole. Et la dynamite? Elle était employée pour la prospection sismique, une technique ancienne, utilisée pour déterminer s'il y a du pétrole ou du gaz sous la surface de la Terre. Toujours en Afrique du Nord, existe un autre mystère du désert qui mérite que l'on se penche dessus. Près de la ville de Tiaret, au sud-ouest d'Alger, se trouvent 13 curieux monuments. Ces structures sont appelées Djedar. Et oui, difficile de s'empêcher d'y voir une référence à Star Wars. Elles ont une forme pyramidale et, d'après ce que les chercheurs en savent, elles servaient d'ultime demeure aux souverains de la région. Peux-tu deviner de quel peuple il s'agit? Ce sont vraisemblablement les Berbères. Et puisque nous parlons de choses anciennes, ces Djedar ont probablement été construits entre le 4e et le 7e siècle de notre ère. Lorsque les archéologues ont entrepris d'explorer l'intérieur de ces monuments,
Ils se sont rendus compte de leur immensité. Ils y ont découvert de grandes voûtes souterraines, des alcôves et des couloirs semblables à des labyrinthes, qui donnaient accès à plus de 20 chambres différentes. Il faudrait jusqu'à 2 heures pour s'y promener de long en large. Et apparemment, nos ancêtres ont également utilisé ces murs pour représenter des animaux et des scènes de chasse. Il n'y a cependant aucune preuve absolue de l'usage que l'on faisait de ces jets d'art, hormis leur fonction funéraire. En attendant, je suis sûr que les déserts de notre monde regorgent de bien d'autres mystères qu'il nous appartient encore de découvrir. On se reverra donc une prochaine fois pour continuer nos explorations. Grande nouvelle, le Père Noël existe vraiment et il ressemble à ça. Je sais, ce n'est pas exactement l'image que nous nous faisions du joyeux vieillard, mais une tombe récemment découverte pourrait être la preuve que nous attendions pour établir que Saint Nicolas a bel et bien existé, et qu'il était turc. Il s'avère qu'il n'était pas originaire du pôle Nord, il s'agissait d'un évêque au grand cœur du IVe siècle, célèbre pour les cadeaux qu'il offrait à tout le monde. La légende raconte qu'il serait né riche dans l'ancienne ville de Patara, dans l'actuelle Turquie, et qu'il aurait sillonné les campagnes pour venir en aide aux pauvres et aux malades. Pendant des siècles, cependant, les gens ignoraient s'il avait réellement existé. Certaines sources historiques affirment qu'il a été enterré à Mir, qui s'appelle aujourd'hui Demre, en Turquie. Depuis les années 80, des archéologues creusent autour de cette région pour tenter de trouver des preuves. Aujourd'hui, leur miracle de Noël s'est enfin réalisé. Après avoir creusé à 183 cm de profondeur dans une annexe de l'église Saint-Nicolas, ils ont mis au jour une mystérieuse tombe en calcaire d'environ 2 mètres de long. S'ils sont presque certains qu'il s'agit de la dernière demeure de Saint-Nicolas, ils sont toujours à la recherche d'une inscription qui confirmerait son âge exact. Pour ce qui est du Père Noël fictif, la légende dit que sa maison se trouve en Laponie, en Finlande. En 2018, des archéologues ont fait une découverte intéressante qui leur a permis d'espérer qu'ils parviendraient à démontrer l'existence du Père Noël. Ils creusaient sur un site appelé Tiny Arrow lorsqu'ils sont tombés sur environ 200 fosses funéraires. Mais lorsqu'ils ont regardé à l'intérieur, ils n'ont trouvé aucune trace du Père Noël. En fait, il n'y avait aucun squelette humain, seulement des poteries et des ossements d'animaux. Personne ne sait donc vraiment ce qu'était cet endroit. C'est tout le contraire de ce qui s'est passé avec une équipe d'archéologues qui travaillait dans l'ancienne cité de Petra, en Jordanie. Depuis 2003, des rumeurs circulent sur l'existence de chambres cachées sous le célèbre monument qu'on appelle Al-Khazneh et que certains nomment le Trésor. 21 ans plus tard, des chercheurs se sont enfin décidés à creuser et ont mis au jour une tombe intacte. À l'intérieur, ils ont trouvé au moins 12 squelettes humains et des objets dont l'âge est estimé à plus de 2000 ans. Des centaines de milliers de touristes se rendent à Al-Khazneh chaque année. La plupart d'entre eux s'y rendent probablement pour voir le site du Saint Graal dans le film Indiana Jones et la dernière croisade. Mais vous savez ce qu'il y a de plus curieux ? L'un des squelettes de la tombe tenait un calice en céramique qui ressemble énormément au Saint Graal. Vous vous souvenez probablement de l'incendie dévastateur qui a causé d'énormes dégâts à Notre-Dame de Paris en 2019. L'édifice, construit entre le XIIe et le XIIIe siècle, a dû être restructuré à cause de cet incendie. Mais les archéologues ont vu là une occasion en or de fouiller le site et de découvrir ses secrets cachés. L'équipe n'a été autorisée à creuser qu'à 40 cm sous la surface, mais cela a suffi. Dès qu'ils ont retiré les dalles du sol et dégagé une fine couche de terre, ils ont repéré le sommet d'un cercueil en plomb. Ils ont ensuite découvert des sculptures de calcaire, dont des têtes et des torses grandeur nature. Au total, ils ont mis au jour plus d'1 millier de fragments d'œuvres d'art diverses. Des statues antiques ont été trouvées dans les endroits les plus inattendus, y compris dans un égout. En juillet 2024, des archéologues bulgares examinaient un égout romain dans la cité antique d'Hérakléa Sintika lorsqu'ils ont trouvé une statue en marbre d'Hermès, le messager des dieux grecs, mesurant près de 2 mètres de haut. Cette ville a été complètement dévastée et abandonnée après 2 tremblements de terre, l'un en l'an 388 et l'autre en l'an 425. Mais pour une raison ou pour une autre, ces tremblements de terre n'ont pas détruit cette statue. En fait, sa tête a été retrouvée en excellent état. La découverte d'œuvres d'art anciennes est certes fascinante, mais imaginez que vous tombiez sur une ville entière cachée dans la forêt amazonienne. À l'aide de lasers de haute technologie, des chercheurs ont découvert le site d'une civilisation perdue, comprenant des milliers de structures et tout un réseau de routes, de canaux et de maisons, le tout enfoui sous la jungle la plus dense. Cette cité a été construite il y a environ 2500 ans, dans une zone située à l'ombre d'un volcan.
Il est d'ailleurs possible que ce dernier soit entré en éruption et ait détruit cette civilisation à une époque encore indéterminée. Il est difficile de dire exactement combien de personnes vivaient là, mais les experts estiment qu'elles y sont restées près d'1 millier d'années. Cette découverte prouve qu'il y avait d'immenses cités très organisées en plein milieu de l'Amazonie. Un événement similaire s'est produit à Campeche, dans le sud du Mexique. Un archéologue effectuait des recherches sur Internet lorsqu'il a accidentellement découvert une cité maya. Ce site, aujourd'hui appelé Valeriana, était immense, de la taille d'Édimbourg, la capitale de l'Écosse. Elle comptait quelques pyramides, des terrains de sport, des amphithéâtres et des chemins reliant les différents quartiers. Grâce aux images satellites, les archéologues ont mis au jour toute une civilisation inconnue de l'âge du bronze. C'est en consultant des images aériennes qu'ils ont découvert une centaine d'établissements préhistoriques dans la plaine pannonienne, une région qui comprend une partie de l'actuelle Serbie et de la Hongrie. Les gens qui vivaient là sont aujourd'hui connus sous le nom de groupe du site de Tissa, et il semble qu'ils formaient une société assez bien organisée, habile à cultiver des aliments, à chasser et à pêcher. Google Earth a aidé une équipe à découvrir un mystérieux ensemble de 400 portes anciennes en Arabie Saoudite. Ces portes, disséminées dans le désert, auraient été construites il y a plusieurs milliers d'années. Elles sont faites de pierre et disposées en des configurations bizarres qui ont laissé les archéologues perplexes. Elles n'ont pas l'air d'avoir eu une fonction funéraire, ni d'avoir été érigées pour abriter des personnes. Nous n'avons donc toujours aucune idée de ce dont il s'agit. La technologie est en train de bouleverser l'archéologie. Grâce à l'intelligence artificielle et à un concours doté d'un prix d'1 million de dollars, nous avons enfin pu déchiffrer une partie d'un manuscrit ancien, illisible et très endommagé. Les rouleaux d'Herculanum ont été découverts par des ouvriers qui fouillaient la ville antique d'Herculanum, près de Pompéi, en 1752. Mais leur état était tel que, pendant des années, on les a considérés comme indéchiffrables. Heureusement, l'intelligence artificielle a contribué à dévoiler leurs secrets. Sur la base des études réalisées jusqu'à présent, les experts pensent que l'un de ces rouleaux a été écrit par un philosophe qui privilégiait les plaisirs, comme la musique et la gastronomie, par rapport à tout le reste. Stonehenge, en Angleterre, est sans aucun doute l'un des lieux les plus mystérieux de la planète. Certaines théories suggèrent même qu'il a été construit par des extraterrestres. Après plus d'1 siècle de recherche, les archéologues n'ont toujours pas compris comment il a été conçu. Vous voyez ce grand autel au milieu ? Il s'avère qu'il vient tout droit d'Écosse. C'est assez incroyable, étant donné que ce bloc de grès massif pèse plus de 6 tonnes et que les personnes qui ont construit Stonehenge il y a plus de 4000 ans ne disposaient ni de roues ni d'outils modernes. Les océans regorgent également d'objets étonnants. En 2013, une mystérieuse épave a été découverte à environ 6 mètres sous l'eau au large des côtes du Kenya. À l'époque, personne ne savait d'où elle venait. Mais aujourd'hui, les chercheurs sont presque sûrs qu'il pourrait s'agir d'un navire de la flotte de Vasco de Gama. Vous savez, le célèbre navigateur portugais, surtout connu pour avoir été le premier à naviguer de l'Europe à l'Inde en contournant le cap de Bonne-Espérance, en Afrique. Si cela se confirme, cette épave pourrait être l'une des plus anciennes épaves européennes retrouvées dans l'océan Indien. Les trésors anciens peuvent prendre de nombreuses formes, y compris celle d'une bouteille. Récemment, des archéologues norvégiens ont découvert un message vieux de 150 ans dans une bouteille lors de l'excavation d'un tumulus viking. Cette bouteille contenait une lettre écrite par Anders Lorange, un archéologue ayant travaillé sur le site dans les années 1800, ainsi que sa carte de visite et quelques pièces de monnaie enveloppées dans du papier. La lettre contient quelques informations sur les fouilles, mais il semble que Lorange se soit trompé sur certains points, par exemple sur le nombre exact de boucliers vikings découverts. À la fin de la lettre, il a ajouté une note personnelle en caractères runiques. « Emma Gad, ma petite amie ». Cette lettre nous a donc permis de mieux comprendre l'histoire avec un grand H, mais aussi d'en savoir plus sur la vie amoureuse de l'archéologue. Pendant plus de 3000 ans, le masque d'or du pharaon Toutankhamon est resté caché dans la vallée des rois. Cet artefact, qui mesure environ 54 cm de haut, témoigne de l'habileté et de l'art des anciens Égyptiens. Mais personne ne s'attendait à ce que les rayons X révèlent son plus grand secret. Le roi Toutankhamon a été le dernier souverain de sa famille au cours de la 18e dynastie. Il est monté sur le trône à l'âge de 9 ans, mais n'a régné que 10 ans avant de s'éteindre inopinément. Pour être honnête, dans l'Égypte ancienne, il a été oublié par les souverains qui lui ont succédé. Son tombeau n'était pas très important pour eux.
à tel point que même les pilleurs de tombes l'ont oublié. Cela peut sembler un peu triste, mais en réalité, c'est une excellente nouvelle pour nous. Comme son tombeau était pratiquement oublié, il a fini par être parfaitement préservé. Alors que les autres tombes de la vallée des rois ont été pillées, la sienne est restée scellée et intacte. Ainsi, lorsqu'elle a été découverte en 1922, elle contenait plus de 5000 objets précieux. Cela a fait de Toutankhamon une célébrité instantanée et l'un des pharaons les plus connus de notre époque. Parmi ces trésors se trouvait la pièce la plus étonnante, son masque d'or. Ce masque est censé être l'image exacte du visage du roi, ou du moins était-il censé l'être, mais nous y reviendrons plus tard. Le but de cette représentation exacte de son visage était de s'assurer que son âme le reconnaîtrait dans l'au-delà et reviendrait dans son corps momifié. Selon les anciennes croyances égyptiennes, cela lui permettrait de continuer à vivre dans l'au-delà. Le masque semblait avoir été incroyablement difficile à réaliser, mais sa réelle complexité n'a été révélée que bien des années plus tard. Les premières radiographies du masque ont été réalisées en 1967. À l'époque, ces scans étaient menés principalement motivés par des raisons pratiques. La conservation. Le masque partait pour une exposition à Paris. C'était la première fois qu'il quittait l'Égypte. Ces images permettraient de constater les éventuels changements survenus au cours de l'exposition. En outre, elles pouvaient donner des indications sur la manière dont le masque avait été fabriqué. Mais à l'époque, on ne se rendait sans doute pas bien compte de la complexité de sa construction. Les orfèvres égyptiens n'utilisaient pas les techniques de soudure modernes. Alors, comment ont-ils fabriqué ce masque ? De nouvelles radiographies effectuées en 2007 nous ont apporté quelques réponses. Il s'avère que les Égyptiens n'utilisaient pas d'or pur, qui est de 24 carats. Le masque était en fait réalisé en or 23 carats, c'est-à-dire mélangé à un autre matériau. Les spécialistes ont ainsi découvert que ces feuilles d'or contenaient une petite quantité de cuivre, un métal rouge-brun. Cette opération visait probablement à rendre le matériau plus souple et plus facile à façonner. Il modelait ensuite les feuilles d'or en les chauffant et en les martelant à plusieurs reprises. Mais le masque renferme un autre secret qui n'a été découvert qu'en 2015. L'année précédente, le personnel du musée égyptien du Caire préparait l'exposition du masque lorsque sa longue barbe fut accidentellement arrachée. Selon un autre scénario, la barbe se serait détachée au fil du temps et serait tombée toute seule. Quoi qu'il en soit, le fait que la barbe du roi Toutankhamon se soit détachée a causé beaucoup de tension. Après tout, il s'agit de l'une des plus grandes attractions touristiques du Caire, et les experts devaient donc régler le problème très rapidement. Le processus de restauration a commencé par un relevé détaillé de l'état du masque. Pour ce faire, ils ont dû effectuer un scan tridimensionnel complet de l'artefact. Et par hasard, ils ont trouvé quelque chose de très intéressant à l'intérieur. Dans la barbe royale se trouve un tube en or, une structure intrigante que les Égyptiens ont probablement utilisée pour attacher la barbe au reste du masque. Cela prouve une fois de plus que le processus de fabrication de ce masque était encore plus complexe que ne le pensaient les experts. Mais les mystères ne s'arrêtent pas là. Vous vous souvenez que nous avons dit que le masque était censé représenter parfaitement le visage du roi Toutankhamon ? Ce n'est peut-être pas tout à fait vrai. Certaines théories populaires suggèrent que le masque n'a jamais été conçu pour lui, et qu'il a été fabriqué pour quelqu'un d'autre. Une étude publiée en 2015 suggère qu'il aurait initialement été confectionné pour une femme pharaon, sa belle-mère supposée, la célèbre et magnifique reine égyptienne Néfertiti. L'indice le plus probant provient d'une inscription sur le masque. À première vue, elle semble bien se référer à Toutankhamon, mais après un examen approfondi, les chercheurs ont remarqué que quelque chose d'autre avait été écrit sous le nom du roi. Le cachet du nom royal semble avoir été modifié. À l'origine, il portait une inscription que l'on a traduite par « Reine Néfertiti ». Une autre caractéristique du masque d'or de Toutankhamon, passé inaperçu pendant des années, ajoute encore au mystère. Comme nous l'avons déjà mentionné, les experts pensent que les pharaons qui lui ont succédé ne le respectaient pas beaucoup. Les oreilles percées sur le masque sont l'un des indices qui ont amené les archéologues à cette conclusion. Certains chercheurs pensent que le roi Toutankhamon n'aurait pas porté de boucle d'oreille après son enfance. Ainsi, selon leur théorie, lorsqu'il est décédé à l'âge de 18 ans, il n'aurait pas dû être représenté avec les oreilles percées. Cela pourrait également confirmer l'idée que le masque appartenait à l'origine à Néfertiti, ou peut-être à quelqu'un qui n'était même pas lié au roi Toutankhamon.
Mais le masque n'est pas la seule source de mystère. En fait, sa tombe entière est truffée d'énigmes. Récemment, des historiens ont découvert un indice indiquant que l'endroit où le roi Toutankhamon était censé être enterré avait été changé à la dernière minute. Pendant des années, les experts se sont demandé pourquoi un pharaon qui a régné pendant 9 ans avait fini dans une tombe aussi simple. Comparé à la grandeur des tombes d'autres pharaons, sa tombe semble un peu ordinaire. L'idée qu'un roi comme Toutankhamon puisse avoir un lieu de repos aussi banal ne correspond pas au pouvoir et à l'importance qu'il devait avoir dans l'Égypte ancienne. Alors, que s'est-il passé? Apparemment, cela pourrait avoir un rapport avec son successeur, le pharaon Haï. Après la mort du roi Toutankhamon, les chercheurs pensent qu'Haï a fait en sorte de l'effacer de l'histoire de l'Égypte. Une théorie suggère donc qu'il est probablement à l'origine de la décision rapide de placer le corps du roi Toutankhamon dans une tombe plus petite et moins impressionnante. Lorsque les experts ont examiné la tombe d'Haï, ils ont trouvé quelque chose d'intéressant. Un grand mur recouvert de peintures représentant des babouins. Il s'agit du même type d'œuvre d'art que celle que l'on trouve dans la tombe de Toutankhamon. Il semble que ce soit la même personne qui ait choisi les œuvres d'art pour les deux tombes. La conception et la décoration des deux tombes sont presque identiques, ce qui suggère qu'une main commune les a réalisées. Mais il y a une différence essentielle. La tombe d'Haï est digne d'un roi. Elle est beaucoup plus grande et plus somptueuse, même si le style et les œuvres d'art sont similaires à ceux du tombeau de Toutankhamon. Cette théorie suggère donc qu'Haï aurait décidé du contenu des deux sépultures. Comme Toutankhamon est décédé subitement à un jeune âge, son grand tombeau n'a pas été achevé à temps. Habituellement, les pharaons entreprenaient la construction de leur tombe de leur vivant, afin de s'assurer que tout soit parfait. Mais Toutankhamon est décédé alors qu'il n'avait que 18 ans, et le temps lui a donc manqué. Et a peut-être profité de la situation pour commander une tombe plus petite pour Toutankhamon et garder la plus grande pour lui. Les experts pensent que cette théorie expliquerait pourquoi la tombe de Toutankhamon est si simple et comment Haï a réussi à effacer sa mémoire de l'histoire si facilement. En fin de compte, l'histoire du masque et du tombeau du roi Toutankhamon est empreinte de mystère et d'intrigue. Chaque nouvelle découverte jette un peu plus de lumière sur ce qui s'est réellement passé il y a tant d'années. Mais une chose est sûre, l'Égypte ancienne a encore bien des secrets à nous livrer. Et le roi Toutankhamon continuera de fasciner les hommes dans les années à venir. Il existe une petite île qui baigne dans les eaux limpides de la mer Rouge entourée d'une riche faune sous-marine. Zabargad, également connue sous le nom de l'île de Saint-Jean, n'a pas d'arbres et se compose principalement de péridotite, riche en péridot. Et avant que vous ne le recherchiez sur Google, sachez que le péridot est une pierre précieuse également connue sous le nom d'olivine, à cause de sa teinte verte éclatante. Certains historiens avancent que Cléopâtre elle-même en raffolait, et cette dame pouvait bien s'offrir tous les joyaux du monde. Les géologues pensent que le péridot se forme à la suite de l'épandage du plancher océanique. Lorsque la croûte terrestre décide de se séparer, les roches provenant des profondeurs sont poussées à la surface. C'est exactement ainsi que s'est formée notre île au trésor. Les plaques continentales africaines et asiatiques se sont heurtées l'une contre l'autre, et les roches de la croûte inférieure ont fini par surplomber le niveau de la mer. Le péridot provient également de météorites qui se sont écrasés sur Terre. Mais c'est extrêmement rare. Sa couleur varie d'un brun vert à un vert jaune en passant par le vert pur. Le vert jaune est la teinte la plus courante que vous verrez dans les bijoux. Cette couleur est rendue possible par une quantité de fer présente dans la pierre. Les gisements de cette pierre sont répartis dans le monde entier. Vietnam, Arizona, Hawaï, Tanzanie, Afrique du Sud, Sri Lanka, Norvège. Et puis, bien entendu, il y a Zabargad. Ainsi, cet endroit est géologiquement unique, car c'est une île constituée de manteaux affleurants et c'est aussi la plus ancienne source connue de péridot dans le monde. Les premiers hommes se sont rendus ici pour les pierres précieuses il y a de nombreux siècles. Le célèbre philosophe romain Pline l'Ancien a justement mentionné dans ses écrits que des pirates avaient redécouvert les trésors de Zabargad en l'an 500 avant notre ère. Ces magnifiques pierres vertes ont terminé autour du cou de la reine Bérénice d'Égypte. Puis, des expéditions minières ont été dépêchées sur l'île pour récupérer toutes les pierres précieuses qu'elles pouvaient. Elles venaient de l'ancien port commercial de Béréniké à la lisière du désert oriental égyptien. Lorsque la ville est tombée au VIe siècle, toute l'exploitation s'est arrêtée. Et l'île, avec ses trésors, a sombré dans l'oubli pendant des centaines d'années.
Au XIXe siècle, des explorateurs britanniques ont redécouvert la belle île verte dans la mer Rouge et ont compris qu'elle était celle décrite par Pline l'Ancien autrefois. La Turquie y a effectué des extractions au XXe siècle. En seulement 4 ans, elle est parvenue à collecter pour plus de 2 millions de dollars de péridot. Les pierres précieuses ont été envoyées en France pour être taillées. Les conditions de travail sur l'île n'avaient rien du conte de fées tropicales que vous pourriez imaginer. Il n'y avait pas la moindre eau potable pour les ouvriers, de sorte qu'il a fallu y installer un condenseur d'eau à moteur. Aujourd'hui, ce territoire tombe sous la juridiction du parc national de Gabal Elba. La plupart des gens viennent ici pour admirer la beauté sous-marine des récifs. Mais si vous regardez au-dessus de l'eau, vous pouvez toujours apercevoir de magnifiques péridots scintillants. Si l'île Christmas des territoires extérieurs d'Australie est sur votre liste de voyage, planifiez-le judicieusement. Et si vous vous y trouvez entre octobre et novembre, lorsque la saison des pluies commence, vous risquez de ne pas beaucoup profiter du paysage. Les crabes rouges recouvrent toute l'île comme une couverture grouillante. Et ce n'est pas l'une de ces couvertures moelleuses dans lesquelles vous voudrez paresser. Plus de 100 millions de crabes ont une seule et même mission, atteindre le rivage vivant, complétant une phase cruciale de leur cycle de vie. Durant la majeure partie de l'année, ces crabes rouges résident dans des terriers et des crevasses rocheuses. Ils ont des fruits. Mais lorsque la saison sèche est terminée et que la lune se trouve dans une phase spécifique, ils savent qu'il est temps de partir. Lorsqu'ils atteignent la côte de l'océan Indien après plusieurs jours de migration, ils creusent de profonds terriers où les femelles finiront par pondre leurs œufs. Une fois que ces terriers sont prêts, les crabes mâles retournent dans les forêts tropicales, tandis que les femelles demeurent sur la plage pendant au moins 12 jours pour couver. Les nouveaux parents sont si malins qu'ils suivent la lune pour saisir le moment parfait où une marée plus douce transportera leurs œufs jusqu'à l'océan. Une fois qu'ils éclosent, les crabes ramènent les nouveaux membres de leur famille à l'intérieur des terres. Là, ils attendent à nouveau la saison des pluies pour perpétuer le cycle. Afin de protéger cette magie, les autorités contrôlent les routes passant dans les zones où se déroule la migration des crabes. Le Japon a une toute nouvelle acquisition dans son archipel. La plus récente masse terrestre au monde a littéralement émergé en novembre 2023. Cette île anonyme mesure un peu plus de 100 mètres de diamètre. Elle est composée de pierres ponces et de tufs laissés par un volcan sous-marin qui est entré en éruption en octobre. Depuis, l'activité volcanique s'est calmée et les vagues érodent peu à peu des morceaux de la nouvelle terre. Sans couler de lave pour créer une croûte protectrice solide sur ces débris volcaniques, l'avenir de cette île fraîchement formée est plus qu'incertain. Des îles similaires avaient déjà émergé auparavant, mais étaient si éphémères qu'elles disparaissaient une fois l'activité volcanique terminée. Une île née en 2020 et un de la même manière est toujours visible aujourd'hui, cependant. Ainsi, la nouvelle île pourrait avoir quelques perspectives d'avenir. Sinon, il est probable que nous verrons naître d'autres terres comme celle-ci. Le Japon n'est pas en reste en termes de volcans actifs, avec plus d'une centaine dans sa collection. Si vous vous liez d'amitié avec les Uros qui vivent dans la région du lac Titicaca et que vous leur demandez leur adresse, histoire de leur envoyer une carte postale, ils auront bien du mal à répondre. Leurs ancêtres d'il y a plus de 5 siècles ont développé une tactique brillante pour se protéger des Incas. Ils ont construit des îles à partir de racines de totora et de roseau, qui pouvaient être déplacées hors de danger au beau milieu de l'immense lac. La plante totora est très utile à la communauté locale car elle résiste à l'eau et est utilisée pour toutes sortes de choses, de la construction de bateaux au toit en passant par les matelas. Les îlots sont même comestibles, et les fleurs de la plante dont ils sont faits sont utilisées pour le thé. Il reste environ 120 îlots préservés, et plus d'1 millier de personnes peuvent y vivre. De 2 à 6 familles partagent une maison sur une île. Comme il n'est plus nécessaire de fuir les Incas, ils doivent maintenant s'assurer que leurs îlots restent en place. Tous les 15 à 20 jours, les roseaux formant les îlots se décomposent et doivent être remplacés. Pour éviter de dériver constamment, les habitants utilisent des tiges d'eucalyptus en guise d'ancre, arrimant solidement les îles. Malgré sa petite taille, cette communauté possède 2 langues parlées. Les résidents confectionnent leurs propres tissus et créent de magnifiques habits. Enfin, des panneaux solaires leur fournissent suffisamment d'énergie pour qu'ils aient de la lumière et même la télévision. L'île principale a une station de radio et les habitants ont embrassé le tourisme.
Vous pouvez ainsi effectuer une réservation en ligne et éprouver vous-même cette vie flottante. Certaines îles surgissent de nulle part, et d'autres disparaissent sans laisser de traces. L'une des plus célèbres îles, dite fantôme, est l'île de Hy-Brasil, au large des côtes de l'Irlande. Avant que vous ne demandiez, non, elle n'a rien à voir avec le Brésil. Elchi est une variante de I, qui signifie île. Et Brasil vient de la racine bre, qui signifie puissant, grand, beau, en vieil irlandais. Et elle a donné son nom à un haut roi celte. Cette petite île entourée de brouillard a été cartographiée pour la première fois en 1325. Mais les tentatives ultérieures, visant à établir sa position exacte, n'ont jamais abouti. Ainsi, la légende raconte que l'île n'apparaît qu'une fois tous les 7 ans. Et même ceux qui prétendent l'avoir vue disent qu'ils l'ont simplement navigué au travers sans rencontrer la moindre parcelle de terre. Le capitaine John Nisbet a raconté comment il a non seulement aperçu Hy-Brasil, mais s'est également retrouvé coincé dessus avec son équipage. Selon ses dires, l'île possédait un château et était essentiellement inhabitée. Il y aurait même fait la rencontre d'un vieillard à l'air grave qui lui aurait conté l'ancienne histoire de l'île autour d'un festin somptueux. À la fin du XVe siècle, une série d'expéditions sont parties de Bristol en quête de l'île légendaire. Toutes les tentatives ont échoué, et Hy-Brasil a disparu des cartes en 1865. On ne saura peut-être jamais si elle a un jour existé, mais avouez que ça fait une belle histoire. Au XIIe et XIIIe siècle, Bologne présentait un aspect évoquant celui du Manhattan contemporain. Bien que le nombre exact de tours, comparables à des gratte-ciel, reste inconnu, on estime qu'il dépassait probablement la centaine. La plus haute atteignait une hauteur similaire à celle de Big Ben, soit 97 mètres. À cette époque, Bologne figurait parmi les plus grandes métropoles européennes, avec des projets de construction d'une envergure impressionnante et d'une ambition notable. Outre les cathédrales et les hôtels de ville, les familles les plus fortunées firent ériger des tours, probablement pour affirmer leur statut et leur opulence. L'espace limité au centre de la ville, ne permettant pas la construction de vastes châteaux, ces édifices furent conçus en hauteur. Cependant, leurs propriétaires n'y habitaient pas, préférant résider dans des bâtisses plus modestes situées à proximité. Ces tours jouaient avant tout un rôle défensif. La construction d'une tour nécessitait de 3 à 10 années de labeur, un processus à la fois long et exigeant. Chaque structure reposait sur des fondations solides, profondément enfouies, surmontées d'une base constituée de lourds blocs de pierre de sélénite. Plus la tour s'élevait, plus ses parois s'affinaient et s'allégeaient. Au XIIIe siècle, bon nombre de ces tours furent démolies, tandis que d'autres s'effondrèrent naturellement. Certaines furent ensuite reconverties en tours de garde, en commerce ou en immeubles résidentiels. Aujourd'hui, seules 22 de ces tours subsistent au cœur de Bologne. Parmi elles, 2 sont devenues des symboles emblématiques de la ville, mentionnés dans tous les guides touristiques. Une autre révélation historique étonnante en provenance d'Italie concerne les gladiateurs. Ils n'étaient bis et pas exclusivement masculins. Les gladiatrices, bien que rares, existaient bel et bien et des preuves attestent que plusieurs femmes prirent part aux jeux du cirque. Dans les textes anciens, ces combattantes étaient appelées des ludiae ou mulieres, mais certainement pas des dames. Certains chercheurs en déduisent qu'elles appartenaient majoritairement à la classe plébéienne. Le terme de gladiatrix n'existait pas dans l'Antiquité. Il a été inventé au XIXe siècle. Les femmes qui choisissaient de devenir gladiatrices semblaient motivées par une aspiration à l'indépendance et à la reconnaissance, par l'appât du gain, voire à l'épongement de leurs dettes. Il est probable qu'elles recevaient des honneurs comparables à ceux des gladiateurs masculins. Mais une telle situation défiait les normes de la société romaine, ainsi que la conception des rôles attribués aux femmes. Au 1er siècle, le Sénat romain adopta une loi interdisant aux femmes libres de moins de 20 ans de participer aux Jeux. Et en l'an 200, l'empereur Septime Sévère interdit à toutes les femmes de se produire dans l'arène, craignant sans doute qu'elles ne souhaitent concourir aux Jeux olympiques. Une telle éventualité aurait profondément perturbé l'ordre social établi. Les ananas étaient autrefois considérés en Grande-Bretagne comme l'équivalent des sacs et des montres de luxe, un symbole de richesse et de prestige.
On peut encore en admirer des représentations sculptées, notamment au sommet des tours occidentales de la cathédrale Saint-Paul, l'un des monuments les plus emblématiques de Londres. Les explorateurs de retour des Amériques faisaient l'éloge des ananas avec tant d'enthousiasme que tout le monde rêvait de goûter ce roi des fruits. Ces derniers exigent toutefois des températures très élevées et des années pour parvenir à maturité. Pourtant, malgré le climat froid et humide d'Angleterre et d'Écosse, on trouvait des ananas dans les jardins de demeure cossus à la fin du XVIIIe siècle, grâce à l'installation de serres spécialisées, appelées pineries, et équipées de systèmes de chauffage. Un ananas pouvait valoir jusqu'à 80 livres sterling, soit l'équivalent de 15 000 $ actuels. Naturellement, on ne consommait presque jamais un fruit d'un tel prix. Il servait plutôt de cadeau ou de pièce d'apparat, trônant sur une table jusqu'à sa décomposition. Les personnes ne pouvant s'en offrir un allaient même jusqu'à en louer pour afficher leur richesse lors de réceptions. L'ananas devint une source d'inspiration pour les arts décoratifs et la vaisselle des classes aisées. Les sculptures en forme d'ananas ornant les piliers de portail ou le sommet du trophée de Wimbledon sont des vestiges de cette époque. Cependant, dès les années 1820, les importations massives d'ananas venus de l'étranger firent progressivement perdre de sa superbe à ce fruit. Il y a 100 millions d'années, des crocodiles géants peuplèrent le désert du Sahara. Dans les années 90, des paléontologues ont mis au jour des squelettes fossilisés de crocodiles primitifs, dont le fameux Supercroc ou Sarcosuchus imperator. Parmi leurs découvertes figuraient plusieurs squelettes partiels, datant de 110 millions d'années. Ce colosse préhistorique, doté d'une tête aussi grande qu'un homme adulte, mesurait environ 12 mètres de long, soit le double de la hauteur d'une girafe. Ce crocodile géant prospérait aussi bien dans l'eau que sur terre, s'intégrant à l'écosystème diversifié de l'ancienne Afrique du Nord. Les expéditions menées dans le Sahara ont révélé un monde perdu rempli de crocodiles anciens, dont certaines espèces rappelaient des animaux modernes. L'une d'elles, surnommée Dog Croc, ou Araripesuchus wegeneri, possédait un odorat développé et de longues pattes qui lui permettaient de se déplacer comme un chien. Parmi les découvertes remarquables figurait également le Duck Croc, ou Anatosuchus, un crocodile d'1 mètre de long avec des traits rappelant ceux d'un ornithorynque. Il était mieux adapté à la vie terrestre qu'aquatique. Une autre espèce, le rat croc, ou Araripesuchus ratwad, mesurait à peine 60 cm et possédait des dents idéales pour creuser le sol à la recherche d'insectes. Comparées aux crocodiles actuels, ces créatures étaient plus agiles, dynamiques et probablement plus intelligentes, contrastant avec la nature passive des chasseurs modernes. Si les casques à réduction de bruit avaient existé au XIXe siècle, ils auraient été très utiles. Le 27 août 1883, l'île de Krakatoa, en Indonésie, a connu une éruption cataclysmique. Cet événement a produit ce qui est considéré comme le son le plus puissant jamais enregistré. Lorsque le Krakatoa s'est effondré, il a déclenché des tsunamis dont les vagues atteignaient 50 mètres, qui ont voyagé jusqu'à l'Afrique du Sud. Cette île volcanique inhabitée n'avait pas connu d'éruption depuis 2 siècles avant ce jour tragique. L'explosion a causé la mort de plus de 30 000 personnes et engendré d'intenses variations de pression atmosphérique perçues sous forme sonore. Un baromètre situé dans une usine à gaz, à 160 km de là, a mesuré un niveau de 172 décibels. Un être humain moyen peut tolérer jusqu'à 130 décibels sans subir de dommages graves. La pression acoustique générée par l'éruption a donc perforé les tympans des marins à bord du Norham Castle, un navire britannique se trouvant à 60 km du Krakatoa. Cette onde a fait plusieurs fois le tour de la planète, et le bruit, comparable à celui de tirs de canon, était encore audible à 5000 km de distance. La fin du XIXe siècle fut marquée par une pléthore de moustaches imposantes. Mais il y avait un problème. Il était très difficile de profiter d'une tasse de thé avec ce type de pilosité. La chaleur du thé faisait fondre la cire, entraînant l'affaissement des extrémités de la moustache. Les gentlemen de l'époque durent affronter cet inconvénient jusqu'à ce qu'apparaisse une solution ingénieuse. La tasse à moustache. Harvey Adams, un potier britannique, est probablement à l'origine de l'invention de la tasse à moustache dans les années 1870. Il a breveté un rebord intérieur en forme de papillon, muni d'un trou permettant de boire sans se tremper la moustache. Cette innovation a rapidement séduit, au Royaume-Uni tout d'abord, avant de conquérir le reste de l'Europe. Aux États-Unis, ces tasses étaient vendues dans des enseignes comme Sears et Marshall Fields.
aujourd'hui intégrées à la filière Macy's. Elles étaient disponibles en divers formats et styles. Certaines, appelées tasses de fermier, pouvaient contenir jusqu'à une pinte de thé. D'autres étaient de petites pièces délicates en porcelaine, parfois en forme de coquillage ou frappées du nom de leur propriétaire. Elles étaient souvent accompagnées de soucoupes assorties. Lord Byron, l'un des plus grands poètes britanniques, possédait un véritable zoo personnel composé de nombreux chiens, chats et d'une collection d'animaux exotiques. Parmi eux se trouvaient un singe, un crocodile, un renard, des ponts, un ours et plusieurs blaireaux. Lorsque Byron étudiait au Trinity College de Cambridge, une règle interdisait la présence de chiens sur le campus. Cette interdiction l'irrita profondément et il décida d'en faire fi. Byron choisit donc un animal inhabituel, un ours apprivoisé. Les autorités du collège tentèrent de l'en dissuader, mais comme aucun règlement ne mentionnait explicitement les ours, elles ne purent l'en empêcher. Byron promenait son ours en laisse, lui parlait, et alla jusqu'à envisager de l'inscrire en tant qu'étudiant. L'origine exacte de cet ours demeure inconnue, mais ce qui est certain, c'est qu'à son départ de Cambridge, Byron emmena son compagnon à Londres pour intégrer son domaine.